Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, mettons-nous d'accord aujourd'hui. Il y a pas mal d'actualités et autour de cette table, Benjamin Cauchy, bonjour. Chef d'entreprise, Ergun Toparslan, bonjour. Vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès, Jean-Luc Benamias, bonjour. Bonjour. C'est vous la star de l'actualité aujourd'hui avec Marseille. Je ne sais pas si je suis la star de l'actualité, mais Marseille peut-être. On va beaucoup parler de Marseille, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Vous vivez à Marseille, donc effectivement, le président de la République est en visite à Marseille. Coup de com' ou volonté de transformer la ville. On va en parler avec vous dans un instant. Et puis Noémie Alioua, bonjour. Bonjour, essayiste, chef de service chez Factuel qui est un nouveau média en ligne, absolument, enquête et investigation. Macron à Marseille, donc coup de com' ou réel intérêt pour transformer cette ville. Des amendes payables directement pour consommation de drogue. On a découvert ce matin, enfin moi j'ai découvert assez stupéfaite que seulement 35% des amendes en ce qui concerne la drogue, les personnes qui sont arrêtées pour consommation de drogue, 35% de ces amendes sont recouvrées. Donc le président de la République veut que désormais les policiers soient équipés de TPE, de terminaux de paiement. Je ne sais pas ce que ça va changer, on va en parler. On va parler de ce qui a agité aussi tout le week-end, la grève des journalistes du journal de dimanche avec le tweet de la ministre de la Culture. Et puis le Bermuda au bureau, qu'en pensez-vous? C'est bon pour la planète, paraît-il. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Et puis c'est vrai que vous aviez envie de parler de ces sujets, donc chacun sera l'introduction d'un de ces thèmes. Peut-être Jean-Luc, vous êtes un peu plus en dehors de l'actualité politique. Ah, ça complètement. Je suis sur l'actualité sportive et d'été, c'est-à-dire me féliciter encore une fois que le Tour de France existe. Ouais. Voilà un spectacle gratuit, suivi par des dizaines de millions de personnes, avec... pour ceux qui ont regardé, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais le championnat de France cycliste hier, on a eu droit à une course absolument extraordinaire et formidable. Voilà, moi j'adore c'est un spectacle gratuit, quoi. Voilà, c'est enfin quasiment gratuit parce que les mairies elles payent pas mal quand même pour accueillir le Tour de France, mais c'est gratuit pour le public. Voilà, et ça permet à des gens de rêver un peu et surtout de revisiter, je pense aux gens qui regardent ça à la télé, mais aussi sur le parcours, de revisiter le territoire formidable dans lequel nous vivons. Oui, mais vous avez raison. Je ne sais pas si vous suivez le Tour de France. Depuis tout jeune, je me souviens les étés ou début juillet, je regardais la télévision et je tannais mes parents quand on partait en vacances pour essayer d'avoir une étape du Tour de France sur notre justement nos étapes de vacances. C'était un très bon souvenir. Tu as raison, Jean-Luc. Oui. C'est un moment important. Je sais que quand le Tour de France passe dans certaines villes, notamment les villes moyennes, il y a une énorme ferveur populaire. Ça cartonne. J'étais un peu surpris moi d'apprendre le coup du passage de la flamme. D'une ville étape aussi. C'est incroyable. Donc d'une ville étape. Donc je sais pas s'il y a possibilité de le rendre encore un peu plus populaire. En tout cas, je sais qu'il y a de plus en plus de communes qui renoncent pour des raisons économiques, ce qui est fort dommageable. Plusieurs centaines de milliers d'euros, je crois, pour 180 000. C'est au minimum 60 000 euros. Au minimum 60 000, ou idéologique comme le maire de Lyon qui lui refuse le passage dans sa ville, ainsi que de la flamme et du Tour de France. Il y avait eu une polémique l'année dernière. Le maire de Nancy s'est justifié. Il a dit je préfère donner les 180 000 euros pour les associations locales. C'est un débat qu'on doit avoir. Mais je pense qu'il préfère les rodéos urbains, a priori, au Tour de France. C'est un choix. Ce qui est intéressant, c'est un bon indicateur, je trouve, parce que le Tour de France, c'est un peu l'âme de la France. Aussi, on voit ceux qui s'y opposent, on voit ceux qui y tiennent, et ça détermine aussi dans quel camp on est. C'est un révélateur. Moi, je mets de côté, j'en ai parlé un peu, mais je mets de côté ces histoires financières payées par les mairies ou par les départements. C'est un vrai débat, parce que globalement, c'est pareil pour la flamme qui fait le tour. En gros, chaque mairie a payé, là aussi, qui ont accepté, je crois, autour de 100 000 euros, des choses comme ça. Bon, c'est anecdotique par rapport aux sommes engrangées par le sport. Dans ce cadre-là, c'est une répartition qui a été décidée centralement et pour les Jeux Olympiques et pour les grands événements comme le Tour de France. Mais pour moi, c'est vraiment de cette côté tout ça. C'est un débat. Moi, ce qui me plaît, vous avez compris, c'est le fait d'avoir
des spectacles sympathiques, quasiment toujours sympathiques et qui font que c'est gratuit et tout le monde peut y participer. Ouais. Populaire. C'est payant, mais c'est gratuit. On a des petits cadeaux. C'est payant, mais c'est gratuit. Noémie, vous, ce qui a retenu votre attention ce week-end, c'est Marion Cotillard. Tout à fait. C'est un coup de gueule sur un coup de gueule, si je puis dire. C'est donc sur une énième millionnaire qui professe des leçons de morale écologiste. J'ai nommé Marion Cotillard. Elle a donc publié hier sur son compte Instagram un message de soutien au mouvement écolo qui a été dissous par le gouvernement, les soulèvements de la terre. Alors elle commence évidemment, c'est un classique aussi, par dénoncer les violences policières, la dérive sectaire du gouvernement. Elle explique que le gouvernement est incapable de nous protéger face au changement climatique, des intimidations qui n'arriveront pas à les faire taire. Aujourd'hui, dans notre pays, la liberté est en danger, écrit-elle, pleine d'entrain. Alors rappelons que Marion Cotillard est une grande actrice, mais aussi au demeurant l'égérie de plusieurs marques de luxe. On ne connaît pas son bilan carbone, mais il y a fort à parier qu'il soit bien supérieur à celui de la moyenne des Français. Elle passe ses vacances en yacht à l'autre bout du monde. C'est donc plutôt gonflé de venir nous faire des leçons de morale, des leçons aussi au gouvernement qui dissout un mouvement qui a été réputé, qui a été prouvé comme tel, comme étant dangereux. Marion Cotillard, on vous adore à l'écran, on vous adore au cinéma, mais s'il vous plaît, ne nous faites pas des leçons de morale parce qu'on s'en tamponne le coquillard. Oui, bravo. Enfin, je suis assez d'accord. Et sur les réseaux, on a vu ressortir effectivement le yacht à bord duquel elle était. C'est très la seule finalement qui est cohérente avec elle-même, c'est Adèle Haenel qui a décidé d'arrêter sa carrière en disant après on peut ne pas, mais on peut pas d'un côté prendre l'argent des multinationales et de ces sociétés et puis en même temps, ça me paraît compliqué. Je sais pas, Jean-Luc, vous en pensez quoi, Jean-Luc Benamias? Je me suis déjà exprimé la semaine dernière sur le soulèvement de la terre. J'avais rappelé clairement. Comme on vient d'en parler, mettre tout le mouvement écolo au sens large du terme, mettre le syndicat agricole qui s'appelle la Confédération Paysanne, mettre la fondation Daniel Mitterrand et penser que tout cela va pouvoir être interdit parce qu'ils soutiennent le soulèvement de la terre me paraît être une véritable aberration qui n'a strictement aucun sens. Mais eux ne sont pas interdits. Eux ne sont pas interdits. C'est la bannière. Mais ils sont tous membres du soulèvement de la terre. Oui. Mais Marion Cotillard qui. Sur Marion Cotillard, écoutez, oui, bien sûr. C'est bien d'avoir des engagements. Il y a beaucoup de contradictions entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Maintenant, c'est pas la seule artiste dans le monde culturel au sens large qui prend position par rapport à des phénomènes de société. Non, mais plus que des contradictions, c'est-à-dire qu'elle finalement elle se sert du capitalisme et de tout ce qui est pas vraiment écolo pour remplir ses caisses, pour remplir ses poches, mais par contre elle fait des leçons de morale aux Français. Et là c'est un peu plus qu'une contradiction. Là c'est vraiment une sorte de, je veux dire, elle se respecte pas quoi. Ouais, on va revenir sur les sujets politiques dans un instant. Moi j'avais un coup de gueule peu politiquement correct, mais que j'assume. Peut-être que devrais-je dire en préambule, je n'ai rien contre les drag queens, mais je trouve que c'est pas le rôle du service public hier donner la parole à une drag queen qui d'une certaine manière dans son reportage dans le 20h adhère à la lecture dans les écoles pour des enfants par des drag queens. Je pense pas que ce soit le lieu. Vous vous rendez compte à quel point vous devez prendre des pincettes pour dire ça, c'est effrayant, alors qu'on voit à quel point l'idéologie avance vite. Absolument. Il y a encore 2-3 ans, vous n'auriez pas eu besoin de mettre toutes ces pincettes. Mais là, vous savez qu'il y a un potentiel de risque. Ce sont des formidables spectacles de cabaret, que ce sont, c'est des artistes, mais est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de les envoyer dans les écoles faire des prestations, des représentations? Et ça revient à ce qu'on disait la semaine dernière avec vous, Noémie, sur le poids des minorités. Voilà. Et je lisais ce matin dans le Figaro quand les non-binaires demandent à la justice une autre case sur les formulaires à la SNCF, c'est-à-dire que de ne plus avoir monsieur et madame, qu'il y ait indéterminé de cocher. C'est évidemment, encore une fois, redire que c'est pas justement... Ce n'est pas transphobe, drag queenophobe. C'est évidemment qu'il y a des gens qui vivent des choses absolument dramatiques et très compliquées. Maintenant, est-ce que ça doit s'imposer à l'ensemble de la société? Est-ce que c'est ce qui va faire avancer les consciences? Je n'en suis pas certaine. Ouais, vous imaginez le mot que vous venez d'utiliser, drag queenophobe. Vous voyez un petit peu à quel niveau... C'est Noémie. Non, mais à quel niveau de parapluie sémantique on est obligé aujourd'hui, en 2023, de s'arborer pour éviter d'être accusé de quoi que ce soit. L'école, ce sont les fondamentaux. Lire, écrire,
compter. Quand on sait qu'une classe d'âge arrivée en 6e a quasiment 15% de taux d'illettrisme, je pense que l'école a autre chose à faire que de délivrer des savoirs verts ou de laisser entrer dans les écoles des gens qui ont toute la liberté, tout le droit et toute la légitimité de réaliser leur savoir-vivre et leur côté festif, provocateur peut-être aussi pour d'autres, mais en tout cas culturel, c'est un élément de notre culture aussi, acceptons-le tel qu'il est, mais en l'occurrence, il n'a pas à franchir les murs d'une école. Il faut encore une fois sacraliser l'école, puisque c'est peut-être aujourd'hui le dernier sanctuaire qui permet de faire société quand on voit tout le communautarisme rampant qui est autour. Donc vigilance là-dessus. On y revient dans un tout petit instant, je vous ferai réagir. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, nous évoquions le reportage hier qu'il y a eu sur France 2 à propos des drag queens, une drag queen qui était reçue, pourquoi pas, encore une fois, c'est plus sur le fait que le service public, d'une certaine manière, accrédite, vous l'avez vu, ce reportage, accrédite le fait que des drag queens puissent aller dans les écoles. Voilà, ce sur quoi on peut avoir des réserves. Oui, ben là on a vraiment vu et cerné la ligne éditoriale du service public. Enfin, juste une anecdote en parallèle de cela, si on doit faire la liste des sujets qui ont été abordés au journal du JT de France 2 hier, on avait les Bermudas, on va en parler tout à l'heure, il y avait l'histoire d'un restaurant immersif, d'accord, où on mange avec des poissons qui sont diffusés sur des écrans géants, et on a eu l'histoire des drag queens, avec notamment un gros volet sur ce qui se passait aux États-Unis, et il fallait utiliser ce qu'il se passait en termes de développement de communautarisme aux États-Unis comme une base de référence. Et il y a eu vraiment un parti pris éditorial dans le traitement de ce sujet qui pose réflexion, puisque ce que l'on attend, sauf erreur de ma part, du service public, c'est effectivement de donner la parole à cette personne, drag queen, qui défend son sujet, mais aussi donner entre guillemets l'antithèse pour que les gens puissent, avec leur libre arbitre, se faire une opinion. Et là, donc, on mettra en parallèle avec d'autres sujets sur la notion de liberté de la presse et des partis pris éditoriaux. Mais c'est de la même veine. Oui. On va en reparler, effectivement. Non, il y a une réalité aussi sociétale, c'est que la marche des fiertés a eu lieu la semaine dernière, c'est dans la continuité là, il y a une augmentation importante quand même des actes homophobes et transphobes. Donc il y a plusieurs sujets, il y a aussi une réflexion, des volontés et des revendications de ce type-là à laquelle la société tend l'oreille. Il faut pas fermer l'œil là-dessus, et c'est vrai qu'il y a certains pays, scandinaves notamment, qui sont déjà très avancés là-dessus, avec notamment des pièces d'identité, c'est-à-dire une inscription juridique, un enregistrement de l'identité binaire ou autre qui peut être fait. Mais c'est déjà le cas dans certains pays. Je vais me faire passer pour une réactionnaire de service, mais je suis habituée. Mais en fait, il n'y a pas de non-binaire, il n'y a pas de je suis de chaise, je suis chaise, et je suis table, et je suis lumière. On va arrêter les conneries, je suis homme ou je suis femme, en fait. Enfin, il y a une réalité biologique. On est avec un corps, on peut changer le corps, on peut décider de se sentir homme ou de se sentir femme, mais il n'y a pas de je suis ni l'un ni l'autre, ou je suis, encore une fois, on est dans des circonvolutions intellectuelles qui sont complètement hors réalité et qui sont le signe vraiment d'une société occidentale qui s'ennuie, quoi. Il faut savoir rester. Peut-être être en chasse là, mais il y a des personnes pour qui c'est important. Il faut savoir rester. Je pense que c'est très important, ça permet de se définir. Mais on a besoin justement d'un cadre sexuel minimal pour pouvoir se développer, d'un cadre de l'identité. Ils pensent que ça. Je sais qu'il y a vous ne pensez pas que le fait de mettre en exergue les drag queens ne soit pas finalement contre-productif pour justement cette marche des fiertés et le fait de faire que les homosexuels dans notre pays puissent vivre, je pense, sereinement pendant des années. Est-ce que c'est le beau symbole, vous croyez, pour apaiser les tensions? Pendant des années, c'est dans des rues à l'arrière-plan des villes, et au final, on voit que la société les a toujours rejetés. Aujourd'hui, ils font partie intégrante de la société, ils seront mis en avant de la société comme n'importe qui, en fait. Ouais. Tout à fait, mais ce qui est très intéressant, vous avez sûrement vu ces débats sur la marche des fiertés. Il y a des dissensions, c'est-à-dire qu'on va tellement dans un niveau de communautarisme tellement important que, y compris au sein des sociétés homosexuelles et trans, il y a des dissensions. C'est par exemple qu'à Paris, il n'y a pas eu de musique dans les chars pour des raisons écolo, et donc c'est encore de nouvelles revendications qui s'ajoutent, et il y a beaucoup d'homosexuels qui se sont exprimés pour dire que c'était une marche des fiertés qui était extrêmement triste. Nous, on a besoin de s'affirmer, on a besoin de
de s'amuser, on a besoin de se montrer. Et là, on nous a coupé un peu l'herbe sous les pieds en coupant la musique. Donc on voit qu'il y a des revendications aussi, il y a des contradictions. J'apporte un petit éclairage américain, parce qu'aux États-Unis, il y a toutes ces questions sont vraiment avancées. On a publié d'ailleurs dans Factuel une enquête sur un mouvement qui s'appelle Gay Against Groomer, qui est un mouvement américain d'homosexuels qui est vraiment revendicatif. Alors c'est les Américains, ils sont toujours un peu dans l'excès, voire beaucoup d'ailleurs, mais c'est un mouvement d'homosexuels qui se revendique et qui lutte contre les excès du transactivisme dans les écoles. Parce qu'aux États-Unis, même quand vous êtes mineur, vous pouvez vous faire retirer des organes génitaux, etc. Donc il y a y compris au sein du mouvement LGBT des dissensions, des oppositions. Jean-Luc Benamias. Je sais pas, j'ai du mal là. On mélange. Enfin, oui, c'est vrai qu'on mélange un peu tout. Il y a deux sujets. Moi, les marches des fiertés, ça a mis du temps. C'est depuis la fin des années 70 qu'on a réussi, notamment dans notre pays, à accepter qu'elles existent, à faire qu'elles soient relativement festives, si ce n'était hyper festives. Après, le reste, vraiment. Pour moi, ok, les drag queens, ça existe, mais enfin, c'est tout sauf un sujet central. Voilà. Sauf que ça le devient. Sauf que ça le devient parce que ça fait du bruit, c'est visible, c'est largement étonnant. Mais sérieusement, moi je fais confiance dans les écoles, au corps enseignant, pour savoir qui ils invitent et qui ils n'invitent pas, car c'est quand même eux qui sont les maîtres d'invitation. Ils s'auto-censurent, les professeurs. Ils ont déjà du mal à enseigner comme ils le veulent. Vous avez vu toutes les enquêtes d'opinion qui se censurent déjà sur plein de sujets. Sans vouloir... Pour une raison, Noémie, ils ont du mal parce que les moyens donnés à l'enseignement... mais bien sûr, mais je les condamne pas du tout. Ils invitent des écrivains. Mais je pense qu'ils ont peur. Écoutez, on sait très bien qu'ils ont peur sur tout un tas de sujets. On sait déjà qu'ils ont du mal à parler de la laïcité. Alors, mais pas du tout, oh là là. Écoutez, c'est des études qui le montrent, enfin. Un tiers des professeurs s'autocensurent sur les questions de laïcité parce qu'ils ont peur qu'on leur fasse, entre guillemets, une Samuel Paty. Parler de laïcité, enfin, il existe heureusement des grands corps syndicaux au niveau de l'enseignement qui représentent plusieurs sensibilités au niveau du corps syndical qui existe dans l'enseignement. Faut arrêter. Il faut donner plus de moyens à l'enseignement, plus d'aide à l'enseignement, plus d'aide scolaire derrière tout ça. Mais arrêtons de penser que les enseignants ont peur de parler de la laïcité. Écoutez, vous rigolez, c'est les enquêtes d'opinion qui le disent. C'est pas moi. On parlait d'opinion. Ça va faire la transition avec vous, Benjamin Cauchy. Vous vouliez revenir sur ce qui se passe en ce moment au Journal du Dimanche, qui n'est pas paru hier. Grève de ces journalistes contre l'arrivée de Geoffroy Lejeune. Geoffroy Lejeune, on le rappelle, était le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Il a été licencié et donc on voit d'être nommé. Il y a eu un communiqué officiel d'ailleurs. Qui est tombé, vendredi soir. Voilà. Donc effectivement, c'était un peu l'heure du mercato dans la presse écrite, on va dire. Et je pense qu'avec les atermoiements de la rédaction du JDD, je crois que le mercato va continuer. Un petit coup de gueule, non pas sur l'arrivée de Geoffroy Lejeune, puisque je ne suis absolument personne pour dire ce que doit faire le patron du JDD et qui il doit embaucher, puisque ça relève clairement, de la liberté de la presse, et de droit privé, tant qu'il respecte les règles éthiques, évidemment, et les règles journalistiques, tout journaliste doit pouvoir travailler dans notre pays. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est l'intervention hier de la ministre de la Culture, donc je vais vous donner son nom puisque personne ne la connaît, grâce à son buzz. Oui, à force de buzz et d'écart wokiste, effectivement, on commence à connaître le personnage. Donc Madame Rimba Abdul Malak explique hier sur Twitter: mon rituel du dimanche, c'était de me réveiller avec le JDD. Aujourd'hui, il ne paraît pas. Je comprends les inquiétudes de sa rédaction. En droit, le JDD peut devenir ce qu'il veut, tant qu'il respecte la loi, mais pour nos valeurs républicaines, comment ne pas s'alarmer? Et alors là, moi, je suis tombé de l'armoire. Effectivement, moi aussi, je suis un aficionados du JDD. Je vais toujours l'acheter le dimanche matin. Le journal du dimanche. Donc, j'étais déçu, effectivement, de ne pas avoir mon journal du dimanche. Je me suis dit, c'est dommage. Il y avait pourtant une capacité d'expression encore pour ce dimanche. Non. Et finalement, la ministre de la Culture, elle, au lieu de s'occuper de l'impartialité du service public, qui est pour le coup une de ses missions, via notamment l'ARCOM, de déterminer si le pluralisme existe sur le service public, non,
dont la ministre de la Culture préfère se pencher sur les lignes éditoriales de médias privés. Donc qu'elle s'inquiète du regroupement et, comment dirais-je, des interactions, peut-être des conflits d'intérêts qu'il peut y avoir entre des gros groupes financiers et les médias. C'est une question légitime qui importe dans cette notion justement de liberté de la presse. Mais là, pour le coup, elle est sortie du rang. Et je m'étonne que le président de la République ou Madame la Première ministre ne soit pas intervenue pour rappeler les règles, que la liberté de la presse est fondamentale dans notre démocratie. Je fais juste un petit parallèle. En un seul week-end, on a la ministre de la Culture qui dit ça sur le JDD, sur le journal du dimanche, et vous avez l'ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui nous dit que tout le monde est d'accord pour un troisième mandat d'Emmanuel Macron. Moi, je trouve quand même qu'il y a une dérive. La dérive, pour moi, il y a une dérive. Quand on est ministre de la Culture, le rapport, il est simple. Le rapport, il est simple. C'est que on peut se permettre, quand on est sur l'antenne de BFM, de dire que tout le monde est d'accord pour un troisième mandat d'Emmanuel Macron quand on est l'ancien ministre de la Culture, et quand on est un nouveau rédacteur en chef du journal du dimanche, on se prend des verres d'eau glacée de la part des ministres de la Culture. Elle n'est pas dans son rôle. Elle fait pas son job. Je suis un peu surpris de cette naïveté autour de tout ça. Non, mais en fait, et j'en finis. J'en finis. Alors attendez, laissez terminer peut-être Benjamin. Clairement, ce qu'il en ressort, c'est qu'à partir du moment où une presse ne remplit pas son rôle de propagandiste et de diffusion de la pensée unique, ça tique auprès de la ministre de la Culture. Enfin, il faut rappeler que le journal du dimanche est un journal relativement neutre. À l'époque, moi je me souviens à l'époque du mouvement des Gilets jaunes, le rédacteur en chef s'appelait Hervé Gattegno. Je mets 3 petits points, etc. Ça suffira. Et ce matin, Jean-Philippe Tanguy rappelait que justement Hervé Gattegno refusait d'accorder une interview refusait les interviews de Marine Le Pen. Il est légitime d'avoir des inquiétudes sur ce qui vient de se passer. C'est quand même juste anormal pour ceux qui sont puristes. Monsieur Lejeune donnait des leçons à toute la planète entière sur la façon dont il fallait gérer le service public et tout ce qu'il faut. Il se fait éjecter de son journal d'extrême droite. Il trouve une porte de sortie. C'est normal qu'un journal aussi important, avec des employés, ait quelque chose à dire. On parle d'indépendance de la presse, etc. C'est pas à n'importe quel prix. Mais c'est que le journaliste n'en décidait pas, la ministre. C'est ça le sujet. Ils ont voté à 80. Les politiques aussi ont quelque chose à dire là-dessus. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de députés aussi qui vont s'exprimer. Tant que les politiques s'expriment sur les unes immondes de Libération depuis des semaines, quand même. Ils s'inquiètent, ils le font aussi. Sauf que là, quand ça concerne Monsieur Lejeune, je sens que vous comprenez certaines choses, vous êtes en pleine empathie, le droit privé, etc. Non, il faut arrêter. Monsieur Lejeune, il a une identification politique sur l'échelle politique qui est à l'encontre de l'histoire du JDD. Maintenant, le JDD avec ses nouveaux propriétaires ont fait ce choix, ils l'assument, ils vont au bout, mais c'est normal que les journalistes réagissent, que les politiques réagissent. Excusez-nous, mais c'est une promotion, le mec qui se fait éjecter se retrouve directeur du JDD, c'est pas normal. On appelle ça de la mobilité professionnelle. On appelle ça du copinage idéologique, on appelle ça rien d'autre. On va en parler, Jean-Luc Benamias, Noémie Alioua, vous pourrez réagir, bien évidemment. À tout de suite. Je sais pas si... Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h. Donc nous évoquions cette arrivée de Geoffroy Lejeune, ex-directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles au Journal du Dimanche. Motion de grève, votée, motion de, je sais pas de censure, mais en tout cas la grève votée par pratiquement tous les journalistes de la rédaction. Vous en pensez quoi, Jean-Luc Benamias ? D'abord, c'est pas uniquement les journalistes de la rédaction, c'est l'ensemble de l'équipe qui travaille au Journal du Dimanche, c'est-à-dire d'autres salariés. Ce que j'en pense, moi, au sens large, pour grossir le trait, c'est que nous avons une presse en France qui est tenue à 90%, si ce n'est 95%, par des énormes milliardaires, et que ça pose un problème démocratique, effectivement, dans le pays. Alors, heureusement, on a un service public à côté, mais au niveau de la presse écrite, globalement, cette concentration est totalement, pour moi, relativement antidémocratique. Alors après, c'est la liberté financière et de la presse dans tout cela, mais voilà. Alors ce conflit ne m'étonne pas. Oui, Noémie. Je crois que c'est quand même, si je peux me permettre, je pense que c'est un fantasme de non-journaliste d'imaginer que parce qu'un journal appartient à tel ou tel milliardaire, il va dans ce sens ou dans un autre. Par exemple, j'ai une carte de presse qui s'appelle 39 804. Oui, écoutez, vous devez savoir dans ce cas que tous les journaux ne pensent pas la même chose parce qu'ils appartiennent à tel ou tel milliardaire. Ça, c'est une chose. Et ensuite, le service public qui est censé être neutre, on sait aujourd'hui qu'il est quand même très, très idéologisé dans un seul sens. Donc, je rejoins Benjamin Cauchy là-dessus. C'est-à-dire que vous avez quand même une corporation qui est très majoritairement
de gauche. On va pas tourner autour du pot. Vous avez une majorité des services publics et des médias publics, de la télévision publique, de la radio publique, qui vont toujours dans le même sens. Et vous avez une petite opposition qui est en train de s'organiser. Je suis désolée, c'est pas un drame pour la vie démocratique, pour le pluralisme des médias. C'est absolument pas dramatique. La promotion de jeunes, elle est pas choquante. C'est surprenant. C'est surprenant parce que c'est vrai qu'on s'y attendait pas. Ça veut dire quelque chose quand même. C'est un signe, c'est l'idée qu'en fait, très fort de la part de Vincent Bolloré. Mais c'est l'idée qu'en fait, il y a une opposition qui est en train de se constituer, mais elle existe déjà dans les urnes en fait. Donc ça, je suis désolée. La pensée unique, Jean-Luc. Il faut aussi respecter la démocratie. Il y a un camp d'opposition qui existe dans les urnes et il ne se retrouve pas dans les médias. Et écoutez, l'opposition est en train de s'organiser. On ne doit pas regarder les mêmes chaînes. Non, mais est-ce que vous imaginez un ministre de la attendez, Jean-Luc. Les formations politiques, notamment d'extrême droite, ont une liberté de parole absolument totale. Ah bon regardez, mais liberté de parole, en même temps, c'est pas des partis interdits. Je vous invite à regarder de temps en temps l'émission C'est ce soir, qui est très intéressante. Vous avez généralement beaucoup de militants extrémistes écologistes qui se retrouvent autour de la table. Vous avez, sur des sujets que je connais un peu mieux, c'est-à-dire par exemple le sujet d'Israël, vous avez aussi toujours le même point de vue. Vous n'avez absolument pas de contradiction sur beaucoup de sujets. C'est censé être des émissions de débat, mais vous avez que des gens qui sont d'accord autour de la table. Je suis désolée, c'est problématique, surtout dans la mesure où ce sont des médias publics. Vous avez une idéologie qui est extrêmement marquée, parfois assez radicale d'ailleurs, et pas d'opposition. Et l'opposition, on lui donne pas la place dans les médias publics, et elle se fait une place ailleurs. Oui, donc clairement, c'est extrêmement bien résumé, Noémie. Mais moi, je voulais juste faire un parallèle. Je demande, Jean-Luc, juste la simple question. Imaginez un ministre de la Culture ou une ministre de la Culture de droite, d'accord. Imaginez qu'en 2027, Marine Le Pen soit élue, ou David Lisnard, ou qui vous voulez, qu'importe, soit élu, quelqu'un de droite soit élu, et que le ministre de la Culture dise un dimanche matin, je suis désolé, d'habitude, j'achetais ça, mais là, vous vous rendez compte, c'est quelqu'un d'extrême gauche qui vient de prendre la tête d'un journal. Où sont les valeurs républicaines ? Mais on tomberait de l'armoire et tout le monde appellerait à la censure, à la dictature culturelle, Mais bien sûr que si. Il y aurait une volée de bois vert contre ce type de propos. Donc aujourd'hui, il est important que chaque citoyen, quelles que soient ses convictions, prenne conscience que l'ingérence du ministre dans des affaires privées, que ce soit vis-à-vis de Geoffroy Lejeune, qui est effectivement de droite, ou que ce soit vis-à-vis d'un futur rédacteur en chef d'un autre journal qui soit de gauche, la liberté de la presse, c'est faire en sorte que son opposant puisse librement s'exprimer. C'est ça la démocratie. Mais la question il est rédacteur en chef d'un grand journal, ça n'existe pas. Il n'y a rien dans son CV ni dans son parcours qui justifie ce truc. C'est quoi ce jugement là? Mais c'est pas un jugement, c'est la réalité. C'est quoi ce jugement de valeur élitiste? Il faut être labellé. C'est un peu plus franc-parler. Non, mais il faut être labellé syndicat national des journalistes pour avoir la légitimité. Il a été patron d'un journal. Petit journal d'extrême droite avec une logique très marquée. Le mépris est en marche. En termes de vente, c'est la réalité. Il y a 250 rédacteurs en chef des personnes qui auraient pu être rédacteurs en chef. C'est indubitablement une promotion pour Geoffroy Lejeune. Franchement, c'est du piston, c'est abusé. C'est pas normal. C'est un journal qui est. Peut-être dans 10 ans, s'il aurait fait un petit peu, il aurait été un peu plus tiède, pourquoi pas. Moi, pour le coup, je préfère du piston quand c'est dans le privé que du privé. C'est vrai qu'il a peu d'expérience. Mais malgré tout, non, c'est vrai que c'est surprenant. Mais c'est une promotion pour lui. Mais évidemment, mais peut-être. Non, mais tant que le piston n'est pas aux frais du contribuable, ça me dérange pas. On est bien d'accord. Quand c'est dans votre sens, c'est ça. Non, c'est pas. Donc ça veut dire que quand c'est le service public, c'est pas dans mon sens. Vous cautionnez le fait que c'est la pensée unique. Quand c'était Le Monde et que les rédacteurs en chef étaient le Monde ne survit que grâce aux subsions et 2 aux abonnements des collectivités locales. Il y a personne qui le. Et il y a des subventions pour tous les journaux, on le rappelle, pour la presse. Bon, écoutez, à suivre, effectivement, est soutenue cette grève par toutes les sociétés des journalistes de France et de Navarre, TF1. Il y a des employés d'ailleurs. Par toutes les rédactions. Nous, on n'a pas de SDJ, donc la question c'est pas posée. Non, je crois qu'il faut être plus nombreux. Minimum 15. Donc on est un petit média, mais c'est vrai que tout le monde soutient. C'est un très gros média, Valérie. De quoi, Sud Radio? Bien sûr. Petit par la taille, grand par le cœur. Voilà, et par le parler vrai. Allez, je voudrais qu'on parle. Vous n'avez pas fait votre Ergun, votre coup de cœur sur la visite d'Emmanuel Macron à Marseille.
franc-parler va revenir d'un coup. Ouais. Allez-y. Non, Marseille en grand, l'année 2, avec l'acte 2 de Marseille en grand qui va être mis en place, un point d'étape important pour faire une évaluation de ce qui a été mis jusqu'à maintenant et surtout révélateur des difficultés qu'on peut connaître. C'est vrai que il y a 2 ans, il y a beaucoup de personnes qui ont été surpris par les annonces qui ont été faites de ce côté volontariste. On voit qu'en 2 ans, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Je ne vais pas lister pour déranger Benjamin, mais en termes de nombre de policiers, nombre de magistrats, de greffiers, de rénovation des véhicules, de rénovation urbaine. D'amendes dressées pour consommation de cannabis non payées. C'est intéressant parce qu'il y a un sujet lié à l'insécurité, mais on voit aussi qu'il y a certaines difficultés de notre pays qui ressortent, notamment des difficultés administratives, notamment le temps qu'on a mis sur la création des sociétés pour le rachat des logements, sur la rénovation, ce qui fait que concrètement, pour avoir la vision de Marseille en grand, ça met un peu plus de temps. On sent que dans la population, il y a une certaine réticence à ce qui a été annoncé. Un autre sujet aussi, c'est que par rapport aux pouvoirs locaux, notamment aux élus locaux, on voit les difficultés et les distorsions que ça peut avoir entre les annonces d'un président de la République et dans sa mise en pratique, le suivi localement. Donc plusieurs sujets là-dedans, notamment un aspect lié à notre bureaucratie, à notre folie administrative qu'il va falloir améliorer, parce que ce qui a été annoncé et ce qui est pour moi un peu important, mais en dessous de ce qu'il y a à faire au niveau de Marseille, c'est l'achat de 40 000 logements, ce qui est très en deçà par rapport au retard d'urbanisme et au chantier immense qui nous attend si on veut tirer un trait définitif sur de nombreux sujets, notamment de peuplement, d'urbanisme et d'insécurité qui est un peu lié à ça aussi. Donc Marseille en grand, acte 2, nouvelle étape, mais surtout un moment qui nous permet de faire une évaluation sur l'état de la mise en pratique de nos politiques. Donc c'est pas que du positif, on voit que on a Jean-Luc, vous qui vivez à Marseille, c'est de la com ou où ça représente vraiment quelque chose? On voit certains intervenants qui préfèrent rester anonymes, qui disent que il y a un problème de l'administration, je vois, est dans un état catastrophique après les années Godin, donc il y a beaucoup de choses. Je vais dire au départ, espérons que ça marche. Ouais. Marseille est une ville pauvre. Très pauvre, avec des quartiers en grande difficulté, et pas uniquement à cause du développement de la vente de drogue, mais sur un certain nombre de schémas, notamment des schémas d'habitation. On l'a tous vu dans les différentes actualités. Il n'y a pas qu'à Marseille où des maisons s'écroulent, mais c'est souvent à Marseille. Donc espérons que ça marche. Après, moi pour l'instant, le plan, on le voit, mais la mise en place du plan, la mise en place avec la métropole, qui est, je vous le rappelle, animée par la droite démocratique, Madame Vassal et Monsieur Muselier, pour ne pas le cacher. Et avec, après, la mairie qui est plutôt plus à gauche, dirigée par Monsieur Payan. Donc, comment on arrive à faire tous ces équilibres? Alors, espérons qu'avec ces 3 jours passés avec le président de la République, les choses avancent plus rapidement. Parce que pour l'instant, au niveau de la rénovation des écoles, au niveau de l'habitat, alors c'est vrai qu'il y a eu des grands plans sur la sécurité, indéniablement, mais ça ne suffit pas. Donc derrière tout ça, est-ce qu'on va être en capacité dans les 5 ans qui viennent et dans les 10 ans qui viennent de remettre debout cette ville qui en a grandement besoin? Voilà, je le redis, espérons que ça marche. Cette ville en a besoin. C'est la seconde ville de France à égalité avec Lyon. Je sais que les Marseillais vont pas être contents que je dise ça, mais en gros c'est à peu près c'est la réalité. Voilà, espérons que le suivi des politiques publiques à mettre en œuvre soit bien acté dans les années qui viennent et que la cohabitation entre ce que je viens d'expliquer politiquement entre la métropole, le département, la région et la ville de Marseille arrive à être vraiment aboutie. C'est pas gagné, mais au moins si ça peut aider, tant mieux si ça arrive. Oui, écoutez, comme vous dites, on va être plein d'espoir et plein d'optimisme. C'est la 4e visite d'Emmanuel Macron à Marseille depuis qu'il est en fonction. Et manifestement, la situation ne s'est pas améliorée. Les trafics de drogue est toujours extrêmement comme partout, important. Oui, mais à Marseille, un petit peu plus qu'ailleurs quand même. Non. Écoutez, j'ai écouté un reportage ce matin qui expliquait les guerres de gangs. Il y a eu plus d'une vingtaine de morts liés à des trafics de drogue. Je ne suis pas du tout certaine que ça ait lieu dans toutes les villes de France. Non, on est dans un lieu, un précipité du mal français, un précipité du mal français avec la question du trafic de drogue qui est au cœur des problématiques et sans compter bien sûr la souffrance de la population qui est toujours au milieu. Et ça, voilà, on pense aux Marseillais qui vivent dans ces drames, dans la pauvreté et dans des difficultés assez importantes. Donc vous n'y croyez pas?
Enfin, vous dites, écoutez, ça va être compliqué. C'est la 4e visite, encore une fois, d'Emmanuel Macron. Donc, on a plutôt tendance à imaginer que ça va être encore de la poudre aux yeux, mais on espère, malgré tout, que la situation va s'améliorer. Benjamin Cauchy. Alors, paradoxalement, avec ce que je disais il y a quelques minutes sur la partialité du service public, j'écoutais ce matin France 2 très tôt, et j'entendais un reportage sur la venue d'Emmanuel Macron, et dans le bilan chiffré que tu n'as pas voulu dévoiler, et pour cause, parce qu'il y a quand même des sacrés trous dans la raquette, sur les 500 caméras de protection ou dit de surveillance, selon si on a envie d'être protégé ou on n'a pas envie d'être découvert. Donc pour moi, les caméras de protection, sur les 500 annoncées, il y en a 55 qui ont été posées en 2 ans. Oui, vous savez donc j'ai calculé rapidement, il faudra une vingtaine d'années en moyenne donc pour installer 500 caméras avec cette mairie, de protection. Donc ce qui veut dire que effectivement, et j'en finis là-dessus, effectivement l'État semble plein de bonne volonté à l'égard des Marseillais, c'est une bonne chose puisque effectivement cette ville en a besoin, la population en a besoin. Force est de constater qu'il y a un problème d'inertie administrative. Alors peut-être que c'est aussi facile pour la mairie d'attendre que tout vienne de l'État en disant voilà, regardez, on est abandonné. Je crois que c'est aussi peut-être à Marseille et aux Marseillais eux-mêmes de se prendre en main. Et là, ils auront les fonds. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est un peu l'idée. C'est pas toujours facile non plus. C'est pas toujours facile, mais il y a quand même des communes qui, avec de la volonté, arrivent à faire des choses extraordinaires. Donc, Jean-Luc. Benjamin, oui. Je crois connaître assez bien le système Marseille. le système dans lequel on est à Marseille. Ouais. Je l'ai rappelé avec la métropole qui les municipalités d'avant aussi. Car Monsieur Gaudin avait délégué un ensemble de services à la métropole. Donc évidemment, c'est difficile, puisque c'est bien les mêmes courants politiques, même si c'est des courants démocratiques, de se mettre d'accord, mais c'est de là que ça viendra. C'est-à-dire arriver à faire que sur les délégations de services publics telles qu'elles ont eu lieu, les délégations données à la métropole, les écoles c'était à la métropole, enfin, il y avait un certain nombre de schémas qui faisaient les poubelles, on en parle régulièrement, l'habitat et ainsi de suite. Il faut arriver à recaler ça. Si Emmanuel Macron peut arriver à cela, je ne suis pas forcé d'y croire, mais s'il peut y arriver, je le répète, tant mieux. Il y a besoin d'avancer plus vite sur cette ville, parce que effectivement, nous sommes le symbole, le symptôme total d'une ville qui vit dans la pauvreté, avec plus de 50% des gens qui ne payent pas d'impôts, des gens qui sont au chômage, et donc on doit faire avancer cette ville. Et pour la faire avancer, il faut une espèce d'union démocratique dans la réalité et pas uniquement dans des effets de manche. Je dis pas que ce sont des effets peut-être un petit peu plus d'autorité aussi. En tant que bonne Parisienne, quand je pense à Marseille, je pense aussi au film Bac Nord. C'est mon imaginaire qui est forgé aussi par non, c'est un film qui a été débattu à partir d'une histoire vraie. Voilà, donc Bac Nord, c'est aussi une des réalités de Marseille. C'est pas que ça, mais c'est aussi des bandes rivales et des policiers qui essaient de se battre contre ça, des policiers qui ont aussi pas les moyens peut-être de faire appliquer l'ordre sur tout le territoire. On pense à eux aussi. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Vas-y, on prend. Attention, on est à l'antenne et oui, nous continuons de débattre. Parlons donc de cette annonce qui a été faite par le président de la République qui veut accélérer ou en tout cas plus d'efficacité dans le recouvrement des amendes pour possession ou consommation de cannabis. Elles pourront désormais, elles seront dans quelques temps, elles pourront être payées immédiatement en carte bancaire ou en liquide. Et là, j'avoue que ce matin, quand j'ai vu le taux de recouvrement de ces amendes, c'est-à-dire 35%, j'ai été très très étonnée. Mais c'est une petite parenthèse, mais c'est vrai que le taux de recouvrement des amendes en général est extrêmement faible. Un rapport du Sénat a pointé justement les failles du système des amendes de circulation et des forfaits post-stationnement. Enfin, moi, comme une idiote, je paye. Moi aussi, on se fait épingler direct. Et donc, vous avez 34 millions d'amendes routières, 26 millions d'avis de paiement de contraventions liées à la circulation et en fait très très peu qui sont payés. En ce qui concerne le cannabis et la consommation de drogue, on a appris qu'il y avait eu 350 000 ont été dressés en France, 350 000 amendes, dont 29 000 à Marseille, cher Jean-Luc, et le taux de recouvrement 35%. Alors est-ce que ça va changer quelque chose d'avoir un TPE, un terminal? Vous avez un type
type en face de vous, une femme, je veux pas faire ou un non-binaire, qui vous dit, bah oui, non, faut pas être, qui vous dit, j'ai pas ma carte, j'ai pas de carte, je peux pas payer. Je suis pas sûr que le policier soit habilité à le fouiller et on devrait plutôt s'interroger sur le recouvrement, non, Noémie? Oui, bah écoutez, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire fort avec les faibles, faible avec les forts. Nous, là, tous autour de cette table, et sans doute beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont des citoyens, entre guillemets, modèles, payent leurs amendes, donnent leur pièce d'identité. Moi, ça m'arrive surtout dans le métro, parfois, de temps en temps, il me manque un ticket, j'ai pas le temps, etc. Et là, je me fais tout de suite attraper par les contrôleurs. Bon, bah, je sors ma carte bleue au bout de 2 minutes. Enfin, je réfléchis même pas parce que je considère que je n'ai pas respecté la loi et donc que c'est normal que j'en paye le prix et les conséquences. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce fonctionnement, qui ne donnent pas leur pièce d'identité ou qui trouvent un moyen de contourner les policiers et qui ensuite ne payent jamais leurs amendes. Et donc ces gens-là, effectivement, vous montrez que ces gens-là ne paient pas sur le moment ce qu'ils doivent payer, mais ils ne paient pas en plus ensuite sur le long terme, ce qui est quand même très injuste. On peut se poser la question de savoir comment c'est possible. Sur le stationnement et les transports, 2,3 milliards € la manne que ça représenterait pour l'État, à peine plus de la moitié des montants dus et recouvrés. C'est un manque à gagner là où on cherche de l'argent, Jean-Luc? Le recouvrement est très long, car ça passe par des procédures administratives extrêmement lentes. Ça passe aussi par des gens qui ont à disposition sur leur compte bancaire de pouvoir payer des amendes. Or, sur un certain nombre d'amendes, notamment celles données par rapport à tout ce qui est drogue et autres, si c'est des mineurs qui ont eu une amende, si les parents ne peuvent pas payer, c'est très compliqué. On tombe sur... Et donc c'est ça qui fait que le recouvrement de ces amendes est extrêmement lent. Mais si vous avez un salaire et si vous avez des moyens sur un compte bancaire, ça mettra du temps. Mais ce sera pris sur le salaire directement dans votre entreprise. Ouais, tout ça est extrêmement long. Visiblement, les poursuites sont abandonnées avant, puisqu'on dit que le chiffre, c'est une amende sur 2 qui n'est pas payée. Donc c'est au bout du processus. S'il n'y a pas d'argent sur les comptes dont je viens de parler, évidemment, c'est pas payé. Oui, il y a aussi beaucoup de gens, je pense, qui ne donnent pas leur vraie identité ou qui n'en ont pas parce que peut-être qu'ils ne sont pas français pour un certain nombre. Et donc, tout simplement, ça ne va pas au bout de la démarche. C'est totalement anecdotique, ce genre de situation. Oui, c'est anecdotique, mais on ne sait pas à quel point ça compte dans cette équation. Ça fait partie des raisons pour lesquelles certaines amendes ne sont pas payées. Non, mais 1 milliard. 1 milliard, mais donc ça veut dire, pardon de schématiser, ça veut dire que si vous êtes pauvre, vous pouvez vous permettre de faire n'importe quoi parce que vous savez que vous ne payerez pas. Bah, ça revient à ça. Je suis pas solvable, donc je peux faire ce que je veux. Je peux ne pas rembourser mes amendes. Je peux prendre le métro sans payer. Je peux fumer du cannabis. Le chiffre est surprenant quand même là. Le 35%. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est le président de la République. C'est le président de la République. C'est le président de la République. Donc, à l'inverse, on peut aussi dire que quand on a de l'argent, finalement, on a le droit de consommer de la drogue et on a un policier qui devient un collecteur d'impôts. Et moi, je suis surpris que Emmanuel Macron, se rendant à Marseille, qui est une plaque tournante de la drogue en France, ne s'attelle qu'à régler le problème logistique du recouvrement des amendes plutôt que de s'atteler, parce que je pense que la démarche qui est entreprise par Darmanin n'est pas suffisante pour rester politiquement correct, et que donc s'il y avait eu des effets d'annonce à faire sur le sujet de la drogue, c'était pas comment on va faire pour recouvrer au mieux, mais plutôt comment on fait pour assécher les trafics. Moi, c'est ce qui m'interpelle finalement dans cette annonce d'Emmanuel Macron ce matin. C'est écoutez, je crois que on subit comment dirais-je, il y a un tsunami de drogue sur le pays. Au lieu d'être en capacité de pouvoir le traiter, finalement on va faire un peu de TVA déguisé. On va appeler ça une amende de 35 € ou d'autres. Vous voyez, avec un TPE dans la rue, ça me dérange un peu. Vous voulez fumer un TPE, vous payez avec votre carte bancaire pour avoir un débat sur la légalisation. C'est ça qui me gêne finalement quelque part. C'est ça qui me gêne. On n'arrive même pas à avoir un débat sur la légalisation. Mais ça pourrait être intéressant. Justement, c'est le moment, je pense. Ce débat a eu lieu au Journée économique, sociale et environnementale en janvier, et un débat avec, vous savez, ces énormes gauchistes qui sont membres du Conseil économique, social et environnemental. Même toi, tu le reconnais, merci. Les syndicats, les professions libérales, le monde paysan et le monde agricole, qui est arrivé, qui a abouti à un avis voté très majoritairement sur la légalisation contrôlée. Alors, on n'a pas le temps, ce serait trop court, ce serait un débat facilement d'1 heure sur Sud Radio et sur une autre chaîne, ou sur une autre antenne, mais clairement,
pour qu'on en arrive là, c'est que je pense sérieusement que par rapport à tous les problèmes de toxicomanie, nous sommes un pays très en retard. Oui, mais vraiment, oui. Oui, mais c'est pour l'instant, c'est aussi la question plus large du recouvrement. Là, le président de la République fait un focus sur la consommation de drogue. Maintenant, quand on regarde, et je me suis intéressée à ce sujet des amendes non recouvrées, une amende sur 2 n'est pas recouvrée en cas de délit routier. C'est qu'il y a quand même un problème dans l'administration important. On cherche de l'argent, 1 milliard, 2 milliards et demi, c'est pas neutre. Il y a un problème de procédure administrative, ça Jean-Luc l'a souligné, mais il y a aussi un problème de pouvoir d'achat. Et il faut aussi pas le négliger. Quand vous prenez une prune à 90 € sur l'autoroute, plus 45 € d'amende. Vous êtes en infraction, Benjamin. C'est une réalité. Parfois, à 93 km/h, on se fait flasher, Valérie. Je peux vous montrer mon relevé de points. Voilà. Donc, vous êtes en infraction. Je suis en colère aussi, mais vous êtes en infraction. Bien sûr. Et je vais expier mes péchés régulièrement, Valérie, je vous rassure. Mais pour autant, ça n'enlève en rien que, vous prenez quelqu'un qui gagne 1500 balles, il se prend malheureusement 90 € de prune plus un PV de stationnement, c'est 135 €, c'est 8% de son pouvoir d'achat, c'est 8% de son budget. Oui, mais vous payez votre stationnement et vous n'excédez pas les 90 km/h. Quand vous avez, je ne vais pas faire le misérabiliste, parce que là vous allez vous dire qu'est-ce qu'il nous fait cocher ce matin, mais clairement il y a des gens qui sont contraints, qui comptent à la dizaine d'euros près pour pouvoir se nourrir, donc du coup s'ils doivent reporter une dépense due effectivement parce qu'ils sont en tort et qu'ils doivent s'honorer de cette amende, c'est pas la priorité budgétaire. Donc ça peut aussi expliquer. Il y a plein de facilités de paiement aussi. Oui, c'est pas la justification. Non, mais il faut expliquer aussi pourquoi il y a un taux de recouvrement. Il y a du je m'en foutisme, mais je pense qu'il y a une impossibilité financière. Mais moi, je ne me mets même pas du côté des gens qui ne payent pas, je me mets du côté de l'État. C'est-à-dire comment on a un État aujourd'hui qui est incapable de récupérer son argent. C'est peut-être aussi parce que le système n'est pas efficace. Eh bien, ce ne sera pas avec l'aide de la police que ça se fera, car je vois mal les policiers être avec leur machine bancaire. Et surtout, les policiers prendre du liquide. Non, mais justement, il y aura... Ah oui, ils pourront payer. Il y aura peut-être un forfait, je ne sais pas, 2 amendes au lieu de 3, si ça nous donne le droit de fumer 3 pets dans la rue. En tout cas, à choisir entre une énième taxe qui n'a pas de sens et taxer malgré tout d'une façon ou d'une autre le trafic de drogue, le consommateur, le dealer, tant qu'à faire, autant que ce soit ce trafic-là qui soit touché plutôt que le commun des mortels pour des raisons parfois un peu idiotes. Voilà. Oui, c'est une taxe utile, on peut appeler ça. Eh bien, ce sera le mot de la fin. C'est une hypocrisie utile. Le Monde nous apprend que 8 anciens directeurs soutiennent la grève des salariés du journal du dimanche. Alain Genestar, ils sont Hervé Gattegno, Cyril Petit, ils sont anciens directeurs du JDD et ils sont inquiets sur ce qui peut se passer pour ce journal auquel ils ont participé. Merci à tous les 4. Merci Valérie. Tout de suite, nous recevons Mimi Mati, l'actrice préférée des Français. À tout de suite.